Bonjour, je m'appelle Paul Morera, je suis journaliste d'investigation. Je ne travaille pas pour Illuminati Magazine ni pour CIA Hebdo. Je travaille pour l'agence Première Ligne, c'est ici. Si tout est mensonge, alors ce que nous allons vous raconter est faux. Non, soyons clairs. Ne comptez pas sur nous pour vous dire que les complots, ça n'existe pas. Des complots, il y en a eu et il y en aura encore. Un exemple, un des plus gros complots de l'histoire du XXe siècle. Celui des industriels du tabac. Regardez, cette scène se passe en 1994 au Parlement américain. On l'appelle l'audition des 7 nains, car ces hommes, ce sont les 7 grands patrons de l'industrie du tabac. Les parlementaires les interrogent pour savoir si la nicotine dans les cigarettes rend les fumeurs accros. En clair, ils soupçonnent la nicotine d'être addictive. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. Monsieur Johnson? Monsieur le député, les cigarettes et la nicotine ne répondent pas à la définition de l'addiction. Il n'y a pas intoxication. Ok, ce sera non pour vous, on n'a pas beaucoup de temps, je crois que vous pensez tous que la nicotine n'est pas addictive, on a juste besoin de l'enregistrer. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. Est-ce que ces grands patrons disent la vérité? Qu'en pensez-vous? En fait, la nicotine est bien addictive et le tabac provoque le cancer. Les scientifiques sont formels. Mais les 7 nains ont tous décidé de mentir ensemble. Pour entretenir le doute, ils ont même financé des publicités massives pour faire croire que le tabac, en fait, c'est bon pour la santé. You say I'll feel better smoking, Philip Morris? Yes, you will feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That stale, smoked out feeling vanishes. Ce complot est resté secret pendant des décennies. Il a coûté des vies humaines. À votre avis, comment sait-on que c'était un complot? Nous savons que c'était un complot parce que des employés de l'industrie du tabac ont eu le courage de dénoncer les mensonges. Surtout cet homme, Merrell Williams. Il travaillait pour un cabinet d'avocats au service d'un géant du tabac. Il a décidé d'envoyer des rapports confidentiels à un docteur, ce cardiologue spécialiste du tabac. Et son courage a fait basculer le sens de l'histoire. La justice a enquêté. Les industriels du tabac ont été condamnés à de très lourdes amendes. Et des millions de documents confidentiels ont été révélés au grand jour. Vous pouvez les lire vous-même gratuitement sur Internet. Et vous pouvez chercher, il y a 14 millions, vous voyez ici, 14 millions de documents qui sont publics. Donc les complots, ça existe. Mais sur Internet, il y en a aussi des faux. C'est cousu de fil blanc. Ceci est un complot du gouvernement français. Ce qui compte, c'est de faire la différence. Nous sommes journalistes d'investigation pour la télévision. Notre agence de presse s'appelle Première Ligne. On tourne dans le monde entier, dans des pays en guerre, et nous enquêtons pendant des mois sur les secrets des grandes entreprises. Un jour, je me suis aperçu que les jeunes et les moins jeunes ne croyaient plus vraiment ce qu'ils voyaient à la télé, ce qu'ils entendaient à la radio, ce qu'ils lisaient dans les journaux. Dès que ça avait l'air officiel, c'était forcément du mensonge. Des sites internet voient la main de services secrets ou de sociétés secrètes qui dirigeraient le monde. C'est cela que l'on appelle les théories du complot. Comme l'attentat contre Charlie Hebdo. C'était louche. Beaucoup y voient clairement une manipulation de services secrets occidentaux, de véritables commandos, dans leur façon de bouger, de tirer. Alors, je peux vous en parler d'autant plus facilement qu'on était très très près de l'événement. Ici, c'est les locaux de Première Ligne. Là, c'est la porte d'entrée de l'agence. Et ici, dans ce couloir, c'était la porte de Charlie Hebdo.
Au moment de l'attaque contre Charlie Hebdo, notre équipe s'est réfugiée sur le toit et un de nos journalistes a filmé les 2 terroristes qui tiraient sur des policiers dans la rue après avoir tué 11 personnes dans notre immeuble. Ces images ont été diffusées sur toutes les chaînes. Mais très vite sur Internet, des sites complotistes ont utilisé nos images tirées de la télé pour mettre en doute la version officielle. Écoutez bien. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? On nous accuse, nous journalistes, d'avoir été au courant de l'attaque à l'avance, de faire partie d'un gigantesque complot. Cette histoire de gilet pare-balles, qu'en pensez-vous? Les fameux gilets pare-balles. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça, le gilet pare-balles que vous avez vu à la télévision. Il n'y a aucun mystère, c'est des gilets, on en a 2 dans la rédaction. On est une agence de presse et donc régulièrement on est amené à aller dans les pays en guerre et on est quasiment obligé d'avoir des gilets pare-balles, ne serait-ce que pour des raisons d'assurance. 2 de nos journalistes, habitués au terrain de guerre, ont porté ces gilets pare-balles pour organiser l'évacuation de l'équipe. À gauche, à gauche! Chut, à gauche! Pour comprendre pourquoi nos 2 journalistes portaient ces fameux gilets pare-balles, qu'auraient dû faire les théoriciens du complot. Ils auraient dû faire une chose toute simple, prendre leur téléphone et nous appeler à première ligne. On leur aurait expliqué en toute transparence. Il faut se méfier de notre envie d'interpréter. C'est la différence entre la réalité et le mensonge. Une réalité objective, c'est un fait qui existe et que vous êtes obligé d'admettre, quelle que soit votre opinion. Est-ce que vous avez déjà vu sur internet ce genre d'image? On l'a déjà vu, oui. C'est Jay-Z, non? Et qu'est-ce qu'il fait comme signe? Il fait le signe Illuminati. Et vous pensez que les jeunes, il y a beaucoup de gens qui y croient ou pas? Tous les jeunes, ils y croient à ça. Tous les jeunes. Non, ça ne vous étonne pas plus que ça? Non, pas trop. Les Illuminati dirigent le monde, ils sont puissants, ils sont riches, et ils ont un signe de ralliement. Celui-ci? Personne ne croira à ça. Pas sûr. Ah, on avait vu le créateur de Facebook aussi, qui avait ça derrière sa veste justement. Quand il avait enlevé sa veste, il avait ce triangle là en disant tous ses plans qu'il devait faire de toute sa vie. Comment il allait faire ses plans. Et quand il avait enlevé sa veste, il était vraiment... ils lui ont demandé d'enlever sa veste et il était en stress et tout. Est-ce que vous, par exemple, si un journaliste vous expliquait comme moi que les Illuminati c'est une secte du XVIIIe siècle qui a disparu et que donc c'est pas possible qu'aujourd'hui encore ils dirigent le monde puisqu'ils ont disparu il y a plusieurs siècles, ça vous croiriez moi ou vous croiriez plutôt ce qu'il y a écrit sur internet? Je pense que je croirais plus ce qu'il y a écrit sur internet. Waouh! Vous voyez souvent des gens faire le signe Illuminati? Oui, entre copains, oui, ça arrive. Pour rigoler, vous le faites entre copains pour rigoler? Oui. Dans des sketchs Vous n'y croyez pas? Non. Bah, il y a des gens qui y croient, mais... Il y en a sûrement qui y croient, mais voilà. Enfin, quand même la plupart de la population doit penser que c'est ridicule, je pense. Vous savez ce que c'est les Illuminati? Ouais, on entend parler. Alors c'est quoi les Illuminati? Société secrète qui tend à gérer le monde, à instaurer un nouvel ordre mondial. Les gens tendent à chercher des signes un peu partout, et parfois des signes un peu tirés par les cheveux. Mais je pense qu'il y a une part de vérité. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les Illuminati, ils ont jamais eu comme symbole la pyramide. Leur symbole à eux, c'était la chouette, la connaissance. Ça vous paraît pas étonnant? Ah si, après je pense qu'il faut quand même faut aller plus loin, il faut creuser dans le sujet. Le symbole de la pyramide, oui, vous savez ce que c'est? C'est le symbole égyptien, c'est pas pour la paix? Non, c'est le symbole des Illuminati. Ça vous dit quelque chose? Oui, on en a entendu parler. Alors qu'est-ce que c'est les Illuminati? C'est ceux qui racontent un peu n'importe quoi. Vous êtes immunisé contre les Illuminati, c'est bien. Complètement, j'ai une grande piqûre. Allez, bonne journée, au revoir. Vous voyez beaucoup de gens faire ce signe-là? Beaucoup de rappeurs américains et quelques rappeurs français. Comme Booba, il a fait la même chose sur son album. D'accord. Vous pensez qu'il fait ça pour faire le buzz ou vous pensez qu'il fait ça parce que peut-être que derrière il y a une conspiration? Non, je pense qu'il y a une conspiration parce que lui il est quand même riche. Hein. Et donc peut-être que lui, je sais pas, peut-être qu'il est dans cette... Il dit un peu n'importe quoi celui-là. Il est riche par rapport au rap. C'est évident, il vend des millions de disques,
il fait des concerts, c'est pour ça qu'il est riche. Ils n'existent plus, c'est fini, les Illuminati, c'est fini. Et Jay-Z, quand il fait ça, je suis pas dans sa tête, mais c'est probablement parce qu'il sait qu'il va vendre des albums, il veut se faire de l'argent. Je serais plus d'accord avec toi en fait. Avec lui? Ah ouais, je pense. Tu m'en veux pas, mais je pense que je suis plus d'accord avec ton pote parce que je pense que Jay-Z, il est malin et il veut d'abord faire de l'argent. C'est une chouette. Eh, c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats? Lequel? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui ont organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok. C'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Bah c'est confirmé sur un nouveau site là, nouvelordremondial.org. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif, c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées. Ouais, mais toi tu crois ce que tu vois à la télé, dans la presse et tout. Ah non, pas du tout. Je te dis pas qu'il faut pas se poser de questions, je te dis juste qu'il faut prendre du recul pour voir quand ça tient pas la route. Non mais wesh, chez une meuf, c'est une comédienne. Elle a été payée pour pleurer pour Charlie Hebdo et c'est la même que tu retrouves pour pleurer pour le Bataclan. Moi, je vois pas de ressemblance. Et c'est facile de faire ça, tu trouveras toujours une femme brune dans le monde qui pleurera près d'un lieu d'une catastrophe. Et puis honnêtement, pourquoi payer une comédienne? Tu prends n'importe quel être humain qui était présent, il sera forcément touché. Ah ouais, toi, je vois. Tu crois tout ce que le système il veut que tu crois. Mais tu te fous de moi? Je suis en train de te dire qu'il faut réfléchir avec ton cerveau et pas qu'avec tes yeux. Et les vidéos qui disent que les Illuminati ils sont à l'origine des attentats, ils ont des preuves. Mais ces vidéos, si elles avaient un vrai propos ou des preuves, elles te mettraient pas le doute avec une ambiance flippante. En mettant la musique de Requiem for a Dream avec des gros titres chocs qui s'affichent partout et des triangles. Et si tu changes la musique, ça devient vite ridicule. Ah ouais, donc toi tu crois qu'on a marché sur la Lune. Tu trouves pas ça chelou qu'en 1969 on fasse des duplex en direct de la Lune et qu'en 2015 on foire nos duplex en direct de Roubaix? Ah, j'en sais rien moi, la NASA a toujours été en avance sur la technologie. Vous savez que c'était grâce aux recherches spatiales qu'on a pu développer les GPS, les pacemakers ou encore les IRM. Bref, c'est pas la question. Dans ces vidéos, le problème, c'est qu'ils ne prouvent rien, mais qu'ils affirment tout. Donc ils vont souvent te faire des zooms sur une photo en te disant « Regardez bien sur la portière, on peut voir très nettement un extraterrestre de 3,19 m, facile !» Ah ouais, fais 3,19 m, fais voir. Ou ceux qui disent que les politiques sont reptiliens parce qu'ils se lèchent les lèvres. Et ceux qui disent que les présidents sont satanistes parce qu'ils font ça avec leurs mains. Dès lors que tu n'as pas de preuves concrètes, tu te dois de garder une réserve. Et sur internet c'est bien, mais c'est le meilleur moyen de trouver des milliards de sites qui te racontent des trucs qu'ils peuvent même pas vérifier eux-mêmes. Du genre, t'es un expert en balistique pour me dire tiens c'est bizarre, il s'est pris une balle mais y a pas de sang. T'es allé sur la Lune pour me dire qu'il y a une base nazie sur la face cachée? Non. Et ben c'est comme ça qu'ils maintiennent les gens dans le doute. Bref, j'espère que t'as capté maintenant. Ces mecs-là qui sont dans la conspiration, de base, la démarche n'est pas mauvaise. Garder un esprit critique sur ce que tu peux voir ou lire sur Internet. Mais eux, ils regardent les choses avec un angle où tout paraît bizarre, sauf ce qu'ils te disent, évidemment. T'as capté? Bon, je dois y aller, mon pote. Tu vas où? Je vais voir des potes. Ah, cool. Prends-moi une... Quoi? Tu veux quoi? Non, rien. Tu reviens quand? Bon, vers 6h, 6h66. Ok? Allez, je te laisse. Adieu. Cette vidéo de Razi, c'est tout ce que je déteste. Ça prend le sujet n'importe comment, ça se moque, ça démonte rien du tout, ça débunk rien du tout. C'est instiller dans la tête des gens une image du complotiste
complètement débile et complètement crédule. On peut se laisser avoir en allant sur internet, en regardant des trucs. Bon, après, c'est avec le temps. On arrive à justement démêler le vrai du faux. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Et encore une fois, l'image qu'on essaie d'instiller dans la tête des gens, c'est de la merde, quoi. Oh, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Oui, je suis en train de regarder mon ordinateur et plus exactement le site ontemanipule.fr. Donc je pense que si vous traînez sur internet autant que moi, cette information n'a pas dû vous échapper. Donc ontemanipule.fr est un site créé par notre cher gouvernement français pour nous protéger contre les théories du complot. Parce que c'est mauvais pour la santé. Si vraiment. Donc là je suis sur le site, j'avais déjà fait une vidéo sur les théories du complot, donc là je pense que dans cette vidéo je risque fortement de me répéter, donc je suis vraiment désolée. Alors qu'est-ce que nous avons sur ce site? Nous avons en gros ontemanipule.fr avec le O qui ressemble à un meneuil, avec une personne qui est en train de manipuler une petite marionnette. En fond, on a des images qui représentent en fait les théories des complots les plus connues, on va dire. Donc par exemple les Illuminati, les reptiliens, les extraterrestres. Parce que oui, croire aux extraterrestres, c'est considéré comme la théorie du complot. Hein. Voilà. Donc on a quoi d'autre? On a, est-ce qu'on a réellement marché sur la Lune? Il y a de la créativité quand même. Hein. J'ai envie de dire bravo les mecs. Hein. On a bien sûr 2 vidéos de présentation sur ce qu'est exactement la théorie du complot. Et donc là je suis absolument choquée, mais vraiment choquée, de voir la première vidéo du site. Eh c'est chaud, t'as vu l'article là sur les attentats? Lequel? Celui qui explique. Donc là nous avons un acteur qui est en train de jouer 2 rôles. Donc la première personne c'est un conspirationniste, hein, vous savez, c'est les gens qui se renseignent par internet. Je me sens à peine visée en fait dans cette vidéo. Et le deuxième personnage, c'est quelqu'un qui est plutôt calme, qui est plutôt posé, qui est en train de dire à cette personne qui se renseigne par internet qu'il ne faut pas se fier à ce qui a marqué sur internet, parce que sur internet, c'est que des conneries quoi. J'avais eu dans mes commentaires quelqu'un qui me disait que faire ce concept, ce concept thèse-antithèse, c'était quelque chose qui était très récurrent sur internet, mais c'est vrai qu'en regardant cette vidéo, je me dis qu'il a entièrement raison, parce qu'en fait ce mec il utilise le même concept que moi. Copière. Non bon, après on est bien d'accord que c'est quelque chose qui est très connu. Donc ensuite on a les 7 commandements de la théorie du complot. Donc alors avec ça c'était parodé. Ah voilà, et après bien sûr mon petit truc favori, c'est le détecteur de théorie du complot. Parce que bon voilà, ils nous disent que sur internet toutes les informations qui contredisent les versions officielles, c'est de la théorie du complot, c'est de la paranoïa, faut même pas s'y fier. Donc là on a ce petit schéma qui est en train de nous dire qu'est-ce qui n'est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Alors, existe-t-il des preuves irréfutables de l'existence des complots? Donc c'est un schéma en fait qui part un peu dans tous les sens, il y a le oui, il y a le non et tout. Donc s'il y a marqué oui, je vais jusqu'au bas du schéma. Donc la solution ultime en fait qu'il nous propose, c'est qu'il faut se fier aux travaux des journalistes et aux travaux des scientifiques. Des journalistes et des scientifiques qui ne subissent aucune pression, qui sont pas payés par des banques, qui n'ont pas de lobby derrière eux en train de faire des pressions. Mais bon là-dessus sur le site ils oublient quand même de dire pas mal de trucs. Et bien sûr à la fin de la page ils nous mettent les liens, des liens utiles hein, on va dire, pour être sûr de ce que tu lis sur internet, c'est véridique. On se retrouve toujours en fait dans ce même schéma. Tout ce qui est critique de la version officielle, pour le système c'est considéré comme de la théorie du complot. Donc quelque chose qui n'est pas crédible, qui n'est pas sérieux, et pour lequel il ne faudrait même pas s'y intéresser. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu la super insulte des temps modernes, c'est-à-dire que si tu oses émettre des doutes, tout de suite il y a marqué un complotiste. Donc voilà, je trouve que c'est une superbe insulte. Comme j'avais expliqué précédemment dans ma vidéo sur la théorie du complot, pour moi je trouve que c'est vraiment le point de Godwin qui est atteint à chaque fois. C'est voilà, on te traite de complotiste, c'est bon, ça y est, il n'y a plus de débat à avoir. C'est toujours assez agaçant, je trouve que c'est un bon foutage de gueule aussi, donc c'est bon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le système ne veut pas que vous doutiez des versions officielles. Donc quand papa-maman vous dit que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, il n'y a pas de question à avoir, tout simplement. Donc on a la deuxième vidéo après du site On te manipule, donc en fait c'est une interview du créateur de Hoaxbuster. Donc en fait son site internet permet de démystifier en fait tous les hoax, donc c'est tout ce
toutes les théories qui sont fausses. Depuis les attentats de janvier 2015, effectivement, on a vu une augmentation très flagrante, notamment de tout ce qui est théorie du complot, et puis de tout ce qui est information anti-système de manière générale. Mais globalement, c'est un phénomène qu'on voit monter, nous, depuis déjà le début des années 2000, et notamment après les attentats du World Trade Center. Donc il explique en fait dans sa vidéo que depuis ces 15 dernières années, les théories du complot commencent à émerger de plus en plus. En fait, il y a de plus en plus de gens qui sont paranoïaques. Donc d'un côté, j'ai envie de dire, tant mieux que depuis ces 15 dernières années, les gens se posent de plus en plus de questions et contredisent de plus en plus la version officielle. Donc après, au bout d'un moment, les mecs, faut être un peu plus crédible, quoi. Donc voilà, donc que vous dire de plus, à part, regardez la télévision, croyez ce qu'on vous dit. De toute façon, vous voyez, avec ce superbe site internet qui se fiche bien de notre tronche, parce que oui, franchement, j'ai envie de dire, c'est une moquerie pure et simple des gens qui veulent se renseigner autrement. Voilà, donc remettre en question la version officielle, se poser des questions sur ce qu'on nous présente, oui, effectivement, ça ne leur plaît pas, la preuve en est. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, comme c'est l'État qui fait ce genre de site, qui a fait ce genre de campagne, ça veut dire que c'est notre argent qui a contribué à faire ça. Donc si c'est notre argent, autant qu'on puisse donner notre avis sur ce site. Parce que moi, oui, effectivement, ce genre de site, ça ne me plaît pas du tout. Je me sens offensée. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Terry Trash. Salut à tous, merci d'être là. Tout d'abord, petite dédicace aux fibreurs de l'année, ils se reconnaîtront. Ensuite, je voulais commencer ce nouveau Terry Trash par un hommage à Kevin Razi. Voilà, Kevin Razi, ce génie, quoi, j'ai envie de dire, le meilleur d'entre nous. Parce que, alors, pour ceux qui sont pas au courant, ce qui s'est passé, c'est que Kevin Razi a tourné une vidéo anti-complotiste pour le gouvernement, mais que parallèlement, il s'est arrangé pour, à la même période, se faire inviter sur une émission, sur un média internet qui est souvent accusé de complotisme. Donc, ce qui fait que les deux vidéos sont sorties à peu près en même temps, et c'est ce qu'il avait prévu. Des journalistes s'en sont rendus compte, et les mecs ont dit, oh, il est complotiste ou anti-complotiste? Il a complètement trollé le gouvernement. Bien joué, Kevin. Putain, le mec, il a 2 coups d'avance, quoi. Même moi, j'aurais pas osé. Regarde le dernier statut Facebook de Kevin Razi. Donc, ce qui s'est passé exactement, c'est que Kevin Razi a tourné un spot publicitaire anti-complotiste pour le gouvernement et que parallèlement, il y a un journaliste de street, enfin un journaliste. Bon, quelqu'un de Street Press qui a un média internet qui a retrouvé la vidéo du dîner du cercle et qui l'a ressorti où il était avec d'autres youtubeurs dont moi pour dire regardez voilà le mec il est anti-complotiste mais il est complotiste aussi. Donc c'est ça qui s'est passé. Donc n'allez pas sur Street Press, hein, c'est vraiment respectez votre cerveau, vos yeux. Je vais vous lire les meilleurs passages parce que vraiment l'article c'est un torchon donc ça vaut le coup de se marrer. Donc on y est décrit comme le gratin de la complosphère. Gratin c'est gentil mais complosphère un peu moins. Donc voilà, quelques vedettes de la complosphère invités à échanger avec lui comme les humoristes dissidents. Je suis pas content et Terry Trash. Ça c'est nous, mais en fait c'est pas nos noms. Ça c'est le nom des vidéos, tu vois. En fait on s'appelle Greg Tabibian et Franck Brusset. Hein, c'est comment il s'appelle le mec qui écrit ça? Robin d'Angelo. Robin. En fait, le mec qui écrit Hamlet, il s'appelle pas Hamlet. Ah, non, il s'appelle Shakespeare, en fait. C'est trop compliqué, ouais, je sais. Tout ce petit monde devise contre les médias ou à propos de l'attentat de Kennedy. Pendant ce temps-là, Kevin Razi, lui, reprend des cacahuètes. Hein, il y avait pas de cacahuètes, en fait. Non, parce qu'on a décrit le menu, Robin, si t'avais regardé toute la vidéo. Hein, il y avait pas de cacahuètes. Erreur factuelle. Tel qu'on nous l'a raconté. Là, est là. Pas d'apostrophe, pas la peine. Et c'est intéressant hein, parce que ça montre bien le fonctionnement des médias poubelles, hein, ce fonctionnement de décharge publique littéralement, parce qu'ils prennent par exemple une citation de Raphaël Berland hors contexte où il parle de la Shoah et du 11 septembre
sujet bien polémique, il l'attire hors de son contexte et ils lui font dire n'importe quoi. Pareil, mon pote Greg Tabibian, qui avait un petit coup dans le nez, donc en plus il est humoriste, il essaye d'amuser la galerie, et il prend une citation où il amusait un peu la galerie pour le faire passer pour un gros complotiste. Et moi, qui fais toujours attention à être très clair, à ne pas dire des choses ambiguës pour ne pas que ça se retourne contre moi, pendant 1h40, je fais attention de ne pas dire n'importe quoi, d'être très clair, de ne pas aborder de thèmes ou de dire de phrases ambiguës, et pas une seule citation de moi. Ah, parce que voilà, on pouvait pas me faire dire que j'étais complotiste parce que je le suis pas. Donc voilà. Voilà, je ne suis pas cité. Merci. Et ça s'arrête pas là, parce que cet article a été repris dans toute la presse online, y compris sur des sites de journaux nationaux qui sont considérés d'habitude comme sérieux. Hein. C'est-à-dire que ils ont repris une info telle quelle, la plupart du temps, ils ont même laissé les erreurs. Hein. Certains ont quand même réussi à retrouver nos vrais noms, Greg Tabibian et Franck Brusset. Ah, bravo, je les félicite. Hein. Je sais pas si ça m'arrange finalement. Mais la plupart ont repris toutes les erreurs et la mauvaise foi qu'il y avait dans l'article original. C'est-à-dire que, ça, on savait que ça arrivait avec l'agence France Presse. C'est-à-dire que l'AFP sortait une dépêche et puis tous les journalistes la reprenaient, brodaient autour, paraphrasaient, histoire de faire croire que c'était d'eux. Bref, tout ce qu'on t'apprend à pas faire au collège, soit dit en passant. Mais là, vraiment, on a atteint un nouveau stade. C'est-à-dire que Street Press, donc médias online dont les journalistes sont visiblement d'une extrême mauvaise foi et font des fautes de grammaire de base, devient une source d'information fiable à reprendre. On est dans un truc complètement dingue, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un vomissait, et puis il y avait une autre personne qui disait « Ah, c'est pas mal », et le remangeait, et le revomissait pour le resservir à manger à quelqu'un. Et moi je pense aux journalistes qui ont repris, aux journalistes, ils ont une carte de presse, aux journalistes qui ont repris ces articles de Street Press, pour les paraphraser, où en sont ces gens-là dans leur vie? C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, ils voulaient devenir des grands journalistes d'investigation, tout ça, et puis ils se retrouvent à faire des piges à 2 balles sur Internet, tu vois, des trucs sous-payés en plus. C'est-à-dire que les mecs, vous reprenez des informations fausses sur les gens, d'un article qui est déjà dégueulasse, avec des fautes de grammaire et tout, et puis en plus, vous êtes sous-payés. C'est-à-dire que vous êtes des traîtres, vous êtes des Judas, mais on vous file même pas vos 30 deniers, quoi. 5-10 deniers, allez, casse-toi. Hein, et ces gens-là, je me dis, un jour, ils vont passer devant leur glace et ils vont se dire, ouais, c'est vrai, je sers à rien, quoi. Je suis qu'une merde. Et comme Judas, ils ont envie de se pendre. Mais moi, je voulais vous dire que si ça vous arrive un jour, malgré ce que vous avez écrit sur moi, je serai quand même là, voilà. Contactez-moi si vous avez envie de vous pendre et je vous tendrai la main. Bon, je tiendrai une corde dans cette main, mais... Complotiste, finalement, c'est croire en des choses sans en avoir la preuve formelle. Et il me semblait qu'on avait le droit de croire ce qu'on voulait dans ce pays. Non? Je terminerai sur Kevin, qui s'est un peu dégonflé. Enfin si, Kevin, tu t'es dégonflé, arrête. Si, tu t'es dégonflé, t'as été t'excuser après Street Press. Ah non, pardon, je savais pas qu'ils étaient complotistes. Mais non, t'aurais pas dû dire ça. La vraie façon d'assumer, c'était de dire, voilà, j'y suis allé, peut-être qu'ils ont des infos complotistes de temps en temps, j'y suis allé, mais là-bas, au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire, et puis, moi, je suis pas complotiste, et vous pouvez très bien le voir en regardant la vidéo. Non, au lieu de ça, t'as dit, pardon, je savais pas qu'ils étaient complotistes. Moi, tout ce que je vois, c'est que le Cercle des Volontaires nous a invités. Pendant 1h40, on a pu dire absolument ce qu'on voulait, et il n'y a pas eu de montage ou de coupure, tu vois. Et finalement, l'inverse de Street Press, c'est-à-dire que eux, ils ont coupé des bouts pour te faire dire ce que tu voulais pas dire, et puis finalement, le Cercle des Volontaires, qui eux ont été honnêtes et ont mis l'intégralité de l'émission sur Internet, eux, tu leur craches à la gueule, hein. Et je pense que tu te plantes, Kevin. Tu te plantes. Et le jour où tu t'en rendras compte, peut-être, voilà, ça te rendra triste. Et à ce moment-là, je serai là pour t'aider. Hein? Te tendre la main. Donc voilà, ils sont marrants, quoi. Bon. Kevin Razi, là, soi-disant, ils en ont rien à foutre du complotisme, machin. C'est un sujet facile à traiter et facile à démonter. Les complotistes, c'est tellement des cons qu'ils sont obligés d'en faire quand même 3 vidéos de plus. 3 vidéos de plus pour se foutre de la gueule encore des théories du complot ou du complotisme
ou des complotistes directement. Ça démonte rien du tout, encore une fois, c'est guignolesque et ça sert à que dalle. Donc, à part pour faire du bise, à quoi ça vous sert, les gars? Parce qu'à un moment, si vous démontez rien, que vous dites que c'est de la merde, et que vous en faites quand même 4 épisodes, il y a quand même un problème. C'est que c'est vendeur, c'est que ça vous plaît bien, c'est que vous marchez dedans. Chacun ses principes, quoi. Dans le genre, je préfère celle-là. Cette vidéo était bien mieux foutue Nous sommes que de les jeunes conneries journalistes. qu'on peut Et voir comme tout le monde, de nous avons Kevin entendu Razi. parler des Illuminati et de la théorie du complot. Est-ce qu'ils existent? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils complotent vraiment pour dominer le monde? Pour commencer nos recherches, nous avons demandé à Google. 43 500 000 pages de résultats. Et puis ce sondage, réalisé en 2014 par Ipsos. Un Français sur 5 y croit, dont un tiers des 18-24 ans. Du coup, on est allé voir des lycéens pour leur demander ce qu'ils en pensent. Qui ici a déjà entendu parler des Illuminati? Wow. Je crois que c'est une société secrète qui organise le nouvel ordre mondial. Et leur but, c'est de nous dominer sur un plan économique comme gouvernemental, dans plusieurs domaines. Et ils utilisent plusieurs travers, comme les marques, etc. C'est le gouvernement mondial, c'est ceux qui dirigent. Des fois, ils font des signes ou des... je sais pas, j'ai vu par exemple Jay-Z ou des mecs comme ça. Des mecs qui sont très, très hauts, on va dire, dans l'industrie du disque. À ce qu'on dit, les célébrités, les personnes d'influence, les présidents, le gouvernement, des choses comme ça. Bref, des riches et des puissants, des francs-maçons, des présidents, Barack Obama, Vladimir Poutine et même le patron de Facebook, Mark Zuckerberg. Weird symbol in the middle that is probably for the Illuminati. On dit aussi qu'il y a des people, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna, à ce qu'on dit. Mais c'est toujours on qui dit, et on, c'est un con. En école de journalisme, les professeurs nous apprennent que pour enquêter, il faut savoir qui parle et il faut aller voir de vrais gens, pas des on. Alors au menu, un prof d'histoire et de philosophie à l'université de Bruxelles qui a publié Les Illuminati, la réalité derrière le mythe. Un rappeur, producteur, cinéaste engagé, aujourd'hui membre du Conseil environnemental, économique et social. Un écrivain franc-maçon qui a publié avec Éric Giacometti Le règne des Illuminati, et un prof de maths pour nous parler formes géométriques et probabilités. Truc intéressant, j'avais vu que Belkacem avait été décoré par la franc-maçonnerie pour ses actes contre la diffusion des théories du complot dans l'éducation nationale, justement, et j'avais vu que ça avait été nié. Enfin, il y a des gens qui disaient que c'était faux, et en cherchant un petit peu, on trouve. D'ailleurs, l'Obs a oublié de le citer, bizarrement. Un monde qui voit se développer des technologies qui n'existaient pas il y a 10 ans, 5 ans, voire une semaine. C'est une rapidité qui est grisante, mais qui peut être aussi aveuglante, déstabilisante. Et l'école n'a pas vocation à s'aveugler sur cette évolution-là, au contraire, elle doit la prendre en compte. Elle prépare notre jeunesse au monde d'aujourd'hui, pour mieux façonner ensuite le monde de demain. Alors, elle doit se saisir de ce sujet, Internet, le numérique. Et pourtant, vous le savez, sur cette question de la place du numérique à l'école, il existe encore aujourd'hui des réticences. Et c'est pour cela que le numérique doit au contraire avoir sa place à l'école, non seulement en termes d'appui pour les enseignants, mais aussi en termes de contenu à enseigner, à travers des cours de code, à travers l'éducation aux médias et à l'information. Il y a là un enjeu réel, parce que l'usage nous empêche de comprendre certains phénomènes qui contribuent à désinformer, et parfois à radicaliser. Je sais que vous aborderez peut-être ce sujet tout à l'heure. Car Internet, je le redis, est une arme de désinformation massive. Alors oui, c'est très dangereux. Les francs-maçons ici sont particulièrement bien placés pour connaître les aberrations que de tels sites vers lesquels vous pouvez alors être envoyés peuvent véhiculer, les fantasmes qu'ils nourrissent.
les révélations absurdes qu'il charrie. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais en vérité, ça enlève toute possibilité d'évolution, de changement, d'ouverture. Lorsque vous circulez sur Internet par le biais de Google, en fait, la conclusion, c'est que vous n'élargissez pas votre horizon. Vous avez entendu ça, des cours de code. À votre avis, ça va servir à quoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, à l'école, on n'apprend pas à consommer différemment. Donc, si on apprend à coder aux enfants, ça va être un bordel. Après, mais je sais même pas comment on va faire. Et pourquoi ils devraient coder? Est-ce qu'il y en a qui se destinent forcément à l'informatique? Est-ce que tout le monde doit savoir coder? Et dans quel but? C'est plutôt intéressant comme question, je trouve. Est-ce que ça rejoint pas le transhumanisme pour plus tard, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière encore? Ça m'a l'air étrange, cette histoire d'apprendre à coder aux enfants. C'est bien, hein, je dis pas. Je dis pas, c'est intéressant, mais de là à donner carrément des cours de code, comme si c'était vital, faut se demander si vraiment ça ne deviendrait pas effectivement vital plus tard de savoir coder. Et pourquoi dans ce cas-là? Après, concernant Google, les algorithmes Google, sûr que ça renferme si on ne fait pas attention. Maintenant, si on cherche des choses sur Internet différentes, si on est curieux, si on est tout ça, si on fait attention à ne pas se laisser enfermer aussi, on peut très bien s'en sortir. Et effectivement, Google peut être un bon outil, comme peut être aussi une saloperie. Je vous remercie, Madame, pour cette intervention, et je crois que tous les francs-maçons ici présents se sont tout à fait retrouvés à travers vos propos sur l'école, qui collent complètement avec ce que nous allons pouvoir exposer aujourd'hui. Moi, je vais vous remettre une médaille de la Grande Loge féminine de France, de manière à ce que... Voilà. Voilà. Bon, bah dans tout ce bordel, au final, le seul truc que j'ai trouvé intéressant sur comment catégoriser les complotistes ou le complotisme en général, ce genre de choses, je l'ai trouvé sur la chaîne de Monsieur Sam. Et donc voilà, vous voyez. Je trouve sa classification intéressante et je valide carrément. Et merci à lui. Des genres, moi je trouve que c'est un petit peu court comme pour justifier en fait ou expliquer ces théories du complot qui essaiment dans la population et notamment chez des jeunes qui n'étaient pas nés en pleine épidémie de sida. Donc comment ils peuvent avoir eu vent de toutes ces rumeurs qu'on a connues nous à l'époque et déjà qui nous interpellaient. Non, ça montre vraiment, il y a un chiffre d'ailleurs dans votre étude, on voit qu'il y a à peu près un quart des gens, seulement un quart des gens qui font confiance aux médias. Et vous en avez fait, parlé de défiance, c'est nous, enfin c'est nous, c'est-à-dire qu'il y a un problème, alors c'est pas simplement la question du fact-checking, mais c'est aussi retourner sur le terrain, raconter ce qui se passe réellement dans un quartier, dans une cité, dans un territoire, etc. Et qui fera que cette confiance déjà qui touche, cette défiance qui touche les politiques et qui atteint aussi le cercle médiatique, permettra de peut-être réduire ces théories qui sont extrêmement dangereuses pour la démocratie. Vous êtes optimiste, vous, hein? Faut y croire parce que franchement, sinon c'est eux qui vont gagner et moi j'ai pas envie de laisser ce monde-là à mes enfants. Je pense qu'il y a tout un tas d'événements quand même qu'il faut prendre en compte. Enfin, on se souvient du nuage. Alors, le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à la frontière. Pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. Il s'arrête à la frontière. L'intervention américaine en Irak. Il y avait des armes de destruction massive. Ça a été justifié par ça. Enfin, on parlait là des liens entre les grands laboratoires et les politiques. Enfin, il n'y a jamais eu de lien entre grands groupes privés et politiques. Enfin, il n'y a pas des grands groupes privés qui ont des liens avec... Enfin, il y a un pneumologue sur la pollution qui a souvent été auditionné en commission, qui était salarié par un grand groupe pétrolier et qui disait qu'il n'y avait pas de nocivité sur les gaz à échappement des voitures diesel. Enfin, faut arrêter, il n'y a pas de lobby. Enfin, vous voyez, donc tout ça, en fait, je pense, toute cette opacité qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des commissaires européens chargés du climat qui finissent chez Volkswagen, d'autres qui finissent chez Goldman Sachs. Je veux dire, tout ça crée une espèce d'opacité qui laisse s'installer très facilement des théories du complot. Et si on ne va pas à la source de cette mésinformation, de cette opacité et de lobbies qui dans l'ombre sont tapis et qui travaillent les politiques
de fait qu'ils sont capables aujourd'hui de faire passer des lois qui abaissent la part, par exemple dans le chocolat, tout simplement, rien que du chocolat, la part du cacao en le transformant par des matières végétales 10 fois moins chères et probablement 10 fois plus nocives, tout en gardant l'appellation chocolat, et que les politiques votent ça au Parlement européen, que vous avez des émissions sur les émissions de particules fines des voitures diesel et qu'on voit que dans les faits, ces émissions dépassent largement les autorisations européennes, vous vous dites après, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Thomas Porchat a raison. Comment continuer à faire confiance aux médias qui te mentent ou qui te baladent depuis des années? Ça marche au début quand t'as 15 jusqu'à 20 ans à la limite, quoi. Après, tu te rends compte quand même qu'il y a un problème entre ce qui est dit et ce qui est vraiment. Encore une fois, si les gens ils essaient de se réinformer, c'est peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils sont désinformés ou pas informés du tout. Donc ils vont se réinformer où ils peuvent. Donc sur internet. Et forcément c'est là où on trouve plein de choses, et c'est là où il faut faire du tri, et c'est là où il faut du temps pour faire du tri. Et c'est ça qui manque le plus, c'est le temps. On court tout le temps après le temps, voilà. Résultat, on n'a pas le temps de trier les infos, de machin, et vu qu'on est une époque, on vit une époque d'abondance, de surabondance d'informations dans tous les sens, forcément qu'on a du mal à trier, et c'est sûr que quand on rentre du boulot le soir ou quoi, on n'est pas forcément motivé pour faire du tri dans les infos qui sont sorties la journée, quoi. Mais dans tous les cas, quand on est enfant et qu'on passe du temps devant la télé, devant les infos, devant tout ça, avec les parents, d'ailleurs la disparition des supports de salon, ça c'est peut-être un petit problème aussi, dont je parlerai plus tard. Mais on voit beaucoup de choses, on se rend compte que y a une vie politique, qu'il y a des affaires, qu'il y a tout ça. Je suis de la génération de Tchernobyl, donc forcément le nuage on a entendu parler. Donc, comme dit Thomas Porchat, pareil, les armes de destruction massive, on les a jamais trouvées, quoi. Donc si, ça c'était les bonnes excuses pour rentrer en guerre. Au bout d'un moment, le sang contaminé avec Fabius, la vache folle qui est... Et le pire, c'est qu'il n'y a pas longtemps, là, ils ont remis les farines animales. Je sais plus où exactement, mais ils les ont refoutues, quoi. Donc voilà, au bout d'un moment, toutes les affaires qu'il y a eu, je pourrais même pas toutes les citer. Et au bout d'un moment, on se rend compte que les politiques et les journalistes et les médias, qui sont au-dessus des journalistes, leur patron, quoi, les lignes éditoriales, c'est pas fiable et c'est pas viable non plus, parce que à long terme, ça donne des gens qui se détournent des informations traditionnelles, officielles, et du coup qui vont chercher des réponses ailleurs. Et ça, c'est de la faute des médias et des journalistes directement. Donc faut pas venir s'étonner après, quoi. Refaites du travail d'information, et les gens reviendront vers la télé, reviendront vers vous, les journalistes, là. Les gens comme Tadi ou Élise Lucet, là, très très dommage que ce soir ou jamais se soit arrêté, mais les gens comme Élise Lucet qui continuent à faire le travail, même si elle a son style, on pourra lui reprocher plein de choses si on veut, mais voilà, il y a du travail d'investigation derrière, et les gens veulent ce genre de choses, veulent des réponses, veulent que les journalistes fassent leur travail, qu'ils aillent fouiller, qu'ils aillent... Et ça, s'ils défendent pas cette chose-là, c'est foutu, les gars, c'est foutu. Donc après, faites autant d'émissions à la con et autant de machins possibles sur les complots et les gens qui vont se réinformer ailleurs et machin, mais faites déjà votre travail de base. Les gens n'iront pas ailleurs. Partout en Europe, c'est l'alerte. Partout. Sauf en France. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. Lors de l'accident, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Je me souviens, j'étais présentateur du journal de 13 heures au moment de la catastrophe de Tchernobyl, et on nous expliquait que le nuage était cantonné à Tchernobyl et à ses alentours, et qu'il n'y avait rien à craindre en France, alors que nous recevions des images de l'étranger dans la bourse d'images qui s'appelle les EVN, qui montraient les journaux télévisés des Suédois, des Allemands, et qui prouvaient à l'évidence
que ce nuage ne s'était pas arrêté aux frontières. À Copenhague, il y a une véritable ruée dans les pharmacies où l'on vient se procurer des tablettes d'iode pour se protéger des retombées radioactives. Ça va au-delà de l'inquiétude. On peut demander une menace. Là, voilà, on peut demander au docteur Pellerin. Oui. Je viens d'apprendre ce que vous nous dites sur le comportement des Scandinaves. Seulement, on a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Alors je voudrais bien dire ici clairement que même pour les Scandinaves, la santé n'est absolument pas menacée. C'est un phénomène que nous suivons tous, toutes les personnes compétentes dans ce domaine. À l'époque, c'était que les gens du nucléaire qui faisaient les mesures pour eux-mêmes. Et là, on s'est dit comment avoir l'information. Et je me suis adressée à la fac de Villeurbanne, où il y avait un institut de physique nucléaire. Donc on est parti avec, vous voyez, des salades, du sol, de l'eau, du lait, et puis on arrive à la fac. Et puis on met donc les échantillons devant le spectromètre, et puis on s'aperçoit que là, tout le monde surpris, le prof de fac lui-même, on voyait, vous voyez, tous les rayonnements, notamment le césium, qui montait sur le spectre, et on s'est aperçu que tous les échantillons qu'on avait étaient contaminés en césium-137. Puis il y avait du ruthénium, il y avait de l'iode, etc. Et le prof de fac lui-même, qui se dit, mais c'est pas possible, pourquoi la Drôme est contaminée, pas nous? Il est descendu sur la pelouse de la fac, prélever justement les échantillons et voir que là aussi il y avait une contamination. Les gens disaient souvent, mais si c'était dangereux, on nous l'aurait dit. Eh ben, c'est dangereux et cette contamination risque de vous provoquer des cancers lathyroïdes dans les années qui viennent. Mais on me disait, mais c'est pas vrai du tout, etc. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu explosion de cancer lathyroïde. Je crois qu'ils ne voulaient absolument pas alarmer la population française, parce que ce qui se passait à Tchernobyl, ça pouvait remettre en question le programme nucléaire français. Ça ne menace personne actuellement, sauf peut-être dans le voisinage immédiat de l'usine, et encore, c'est surtout dans l'usine que je pense que les Russes ont admis qu'il y avait des personnes lésées. Je veux mentir. On parle toujours de l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a pas de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La une alors. La une, par exemple. Oui. Vous avez ici le Figaro et l'horreur, comme dirait mon camarade Magda, ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même après. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi, je n'invente pas. Je les invente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voit ça? Hein? Regardez. Vous voyez? Les gens qui achètent l'Aurore n'achètent pas forcément le Figaro, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, vous? Franchement, c'est énorme, non? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques, Coluche prend un très grand risque. Il se met à dos en effet Robert Hersan, le patron de ces deux journaux. L'homme qui, à l'époque, contrôle la majorité de la presse de province en France. Et les pillages se multiplient comme dans ce dépôt de farine et de sucre. Il faut les empêcher de prendre la nourriture. Oui, on a l'autorisation. Les Britanniques nous ont dit qu'on pouvait se servir. Il n'y a que des innocents ici. Il n'y a pas de base militaire. Que cherchent les Américains en Afghanistan? La cachette d'Oussama Ben Laden? Il n'est pas ici. Pourquoi nous a-t-on bombardés? Environ 200 personnes ici sont mortes. L'Amérique nous demande de livrer Ben Laden, mais vous savez, en Afghanistan, nous sommes tous Oussama Ben Laden. Pour vous, qu'est-ce qui caractérise les fake news? Alors, de façon très synthétique, c'est une fausse information qui n'est pas cautionnée par les autorités. Uniquement ça? Oui. Et qu'il s'agit de parler de l'action de la France ou de l'actualité de nos voisins, je pense aussi bien à nos voisins britanniques que nos voisins espagnols, les médias français ont une claire intention d'influencer l'opinion publique. Mais pas forcément en déformant sciemment la réalité. La plupart du temps, en notant une partie de la réalité. Si on prend des médias comme BFM, on se rapproche quand même assez de Russia Today, sous un angle totalement différent. Mais c'est pas non plus un exemple de journalisme. On a des médias qui, en France comme ailleurs, ont des angles et font des impasses complètes sur tout un tas d'informations. Les démocraties libérales, nous devons, c'est le contenu mis en cause,
de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet. Un de mes cours où j'explique la guerre en Libye à travers Wikileaks. Et l'histoire que raconte Wikileaks, notamment à travers les emails échangés entre Hillary Clinton et un agent de renseignement qui était à Tripoli au moment de l'arrivée des troupes françaises, enfin des troupes anti-Kadhafi, raconte une histoire qui n'a strictement rien à voir avec ce que le monde nous a raconté, qui est à l'opposé de tout ce que les médias français nous ont raconté. Donc si on commence à vraiment faire du journalisme et faire du fact-checking, ça ne sera pas à l'honneur de la presse. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, on avait chanté les louanges de ces fameux journalistes citoyens libyens qui informaient les médias occidentaux sur la situation. Il s'est avéré, à la suite d'une fuite d'informations, que ces journalistes citoyens étaient une opération d'astroturfing menée par l'armée américaine. L'astroturfing, vous l'avez dit aux jeunes, en gros c'est le faux gazon. Le faux gazon, c'est-à-dire grosso modo des faux journalistes citoyens qui en fait étaient une opération de ce qu'on appelle le PSYOPS de l'armée américaine destinée à faire de l'intox. Il y avait quand même quelques Libyens qui devaient bien envoyer quelques informations quand même. Écoutez, celles qui sont remontées, je me souviens qu'à l'époque la BBC avait un service qui faisait du debunking très efficace et qui remarquait que les informations qui remontaient, notamment en matière de vidéo, les gens qui parlaient sur les vidéos n'avaient pas du tout un accent libyen. Ils parlaient sur les vidéos n'avaient pas du tout un accent libyen. Ils parlaient sur les vidéos n'avaient pas du tout un accent libyen. C'est quand même extrêmement caricatural. Ce qu'on voit là, c'est on a vraiment l'impression d'une France qui est à feu et à sang. Les médias russes se sont focalisés, n'ont rapporté que ces scènes de guerre civile dans Paris. Des images brutes et sans commentaire de manifestations contre la loi travail à Paris. Le message là, c'est grève générale jusqu'au retrait total. Donc il parle évidemment de la loi travail qui est actuellement dans les tiroirs du gouvernement. Elle doit être étudiée début juin par le Sénat. Elle est d'ores et déjà passée outre le vote du Parlement grâce à l'utilisation de l'article 49.3 par Manuel Valls, le Premier ministre français. Un fameux dispositif qui permet au gouvernement de faire passer en force une loi en s'exposant à une motion de censure qui a été rejetée cet après-midi par le Parlement, par le Parlement, la chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale. Maintenant, la loi travail, direction le Sénat. Thousands of people are demonstrating against the labor law of the minister Myriam El Khomri, which should be adopted quite soon. On est là pour tenir la rue tout simplement, pour dire au gouvernement qu'on n'a pas lâché, qu'on ne lâchera pas jusqu'à ce que le projet de loi soit retiré. On sait qu'il est encore en débat aujourd'hui au Sénat. Alors que les médias traditionnels ont contextualisé. À son lancement, début 2015, RT a attiré beaucoup de jeunes journalistes qui espéraient faire de l'info de manière indépendante. Au téléphone, l'un d'entre eux nous raconte qu'il a passé 3 mois dans la rédaction du site russe. Allô ? Avant de choisir de partir. Nous l'enregistrons à son insu. Et concrètement, la propagande, elle se matérialisait comment ? Le réflexe, c'était de systématiquement, d'une part, appeler le Front National. Moscou, Paris, y aurait-il 2 façons bien différentes de concevoir l'information ? En
On vous retrouve évidemment dans cette fin d'après-midi pour commenter ce cortège qui arrive enfin, qui est arrivé d'ailleurs. On voit une pancarte ici à l'image. Merci RT France, donc notre média, les gilets jaunes qui sont donc sur l'esplanade de la Défense, au pied de l'arche de la Défense. On les a vus également tout à l'heure à côté du CNIT ou encore des 4 temps au cœur des buildings. Et on délogeait directement France, on joue à la maison, merci. Les gars, aujourd'hui. Merci, on délogeait un peu d'encouragement. C'est vous derrière les flics. On a beaucoup progressé. Depuis l'ORTF, la télévision a pris des couleurs. Le nombre de chaînes s'est multiplié. Pour la plupart des journalistes, l'information repose aujourd'hui sur 3 piliers. Indépendance, objectivité et pluralisme. Et ces 3 valeurs seraient les garants du rôle démocratique que jouent les médias dans notre société. Alors, devrions-nous, comme Paul Nizan, être en colère contre les chiens de garde? Ces journalistes, éditorialistes, hommes de médias, qui ont remplacé les philosophes et les écrivains des années 30 et qui, à leur tour, défendraient le pouvoir en place. Non, bien sûr. Aujourd'hui, tout a changé. Il est tout à fait normal que le pouvoir s'exerce. Et pour qu'il s'exerce encore plus simplement, il existe à Paris un lieu où la fine fleur des médias vient dîner tous les derniers mercredis de chaque mois avec le gratin du pouvoir politique et celui de l'argent. Le Siècle est un club privé dont les membres sont recrutés par cooptation au sein de l'élite française. Patrons, hauts fonctionnaires, journalistes, intellectuels, hommes politiques, chacun y observe une règle d'or. Rien de ce qui se dit à l'intérieur ne doit être répété à l'extérieur. À l'abri des regards indiscrets et en toute indépendance, les stars des médias apprennent les mœurs du pouvoir et tendent l'oreille à leurs préoccupations. Dans tous ces clubs, c'est quoi le nom du jeu? C'est le joyeux mélange. Journalistes, faux intellectuels, demi-économistes, économistes complets, hauts fonctionnaires, hommes politiques, hommes d'entreprise, patrons, bien sûr. Et tout ce petit monde est comme poisson dans l'eau et copain comme cochon. À entrer dans ce genre de cercle, à s'y trouver socialisé même,
il y a des, comment dirais-je, il y a des pertes de liberté de parole, il y a des pertes de sens critique, c'est-à-dire des effets de normalisation, d'adaptation, d'ajustement, d'autocensure, parce que très rapidement, tu vois, t'as pas besoin d'être briefé. Tu sais très bien ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Les questions que tu as le droit de soulever et celles qu'il vaudra mieux taire. Tu sais depuis longtemps que les médias mainstream français collaborent avec les médias mainstream américains pour diffuser des fake news progressistes d'un continent à l'autre, mais t'as les boules parce que t'as pas grand chose sous la main pour l'illustrer clairement? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi mon gars, avec cette vidéo, ce sera du passé. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Le 18 janvier dernier, lors de la 48e marche pour la vie organisée à Washington, un groupe de jeunes blancs d'une école catholique a croisé le chemin d'activistes appelés Black Hebrew Israelites. Ces derniers les ont copieusement insultés et provoqués. En réaction, un des élèves a demandé la permission à un professeur qui les encadrait de contrer ces insultes avec des chants de leur école. Et c'est dans ce contexte qu'un drôle de mec s'est pointé en essayant de donner lieu à une confrontation en marchant dans la direction des élèves, jusqu'à se trouver nez à nez avec l'un d'entre eux. Dans les faits, c'est à peu près tout. Il n'y a pas eu de violence, pas de blessés, rien de grave, et ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'est sans compter sur les médias qui s'en sont emparés et qui ont pondu une fake news magnifique. A disturbing viral video shows a group of teens harassing and mocking him in the nation's capital. Here's the video sparking outrage on social media right now. Au moyen d'un court extra vidéo sorti de son contexte, ils ont fait croire que les jeunes supporters de Trump avaient harcelé le drôle de mec en question en l'encerclant et en l'humiliant. Même son de cloche sur quasiment tous les grands médias, qu'ils l'ont fait passer pour une pauvre victime en lui donnant la parole, et les choses ont fini par dégénérer. Sur Twitter notamment, on a assisté à un véritable torrent de haine jeté à l'égard du groupe de jeunes blancs catholiques, et en particulier sur Nick Sandmann. Et les médias français dans tout ça? Ils se sont fait une joie de colporter la fake news en renforçant un peu plus au passage le biais idéologique dans la présentation de l'événement, provoquant également le même genre de réaction sur les réseaux sociaux. Sauf que pour tout ce beau monde, les choses ont mal tourné. Aux États-Unis, Nick Sandmann a tenu tête en expliquant lors d'une interview qu'il n'avait aucune raison de se sentir coupable ou de demander pardon, puisqu'il n'avait fait qu'une chose, rester là où il était et simplement sourire. Les médias de l'information américains et plusieurs médias conservateurs ont rétabli la vérité en présentant ce qu'il s'était passé avant le face-à-face entre Nick et l'Amérindien. Donald Trump a même pris sa défense ouvertement avec ce tweet. Il semble que Nick Sandmann et les étudiants du lycée catholique de Covington ont été traités de façon injuste avec des jugements hâtifs qui se sont révélés faux, diffamés par les médias. De nouvelles images montrent que les médias avaient tort sur la confrontation entre les ados et les Amérindiens. Résultat des courses, les médias mainstream sont passés pour des cons, une fois de plus, et la polémique est en train de servir Trump et son camp. Et en France, qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, presque rien. La fake news est passée comme une lettre à la poste, et la plupart des Français au courant de l'histoire sont persuadés que les jeunes pro-Trump sont de petits connards complètement irrespectueux qui s'en prennent, dès qu'ils en ont l'occasion, à de pauvres Amérindiens âgés qui ont pourtant servi leur pays. Ah, au passage, ça aussi c'est faux, ce mec n'a jamais été vétéran du Vietnam. L'interview plus tardive de Nick Sandmann et l'intervention de Trump ont quand même obligé les médias français à rétro-pédaler, mais discrètement si possible, en essayant de discréditer Trump au passage. Dans l'Express, dans l'Obs et dans Paris Match, on retrouve la même phrase mot pour mot à propos de son tweet. Comme souvent, le tweet a semblé reprendre un argument de la chaîne de télévision Fox News, qui s'était lancée dans la défense des lycéens en voulant démontrer que la présentation des images dans les autres médias était biaisée. Évidemment, pour la version accusatrice et mensongère de CNN, il s'était appliqué à nous pondre de jolies vidéos très touchantes qui allaient exactement dans le même sens. Mais pour prendre du recul et rétablir les faits, on doit se contenter d'articles pourris copier-coller dont ils ne feront naturellement pas la promotion, ou en tout cas le moins possible. Évidemment, on n'a pas pu compter sur ceux qui se targuent d'être des chasseurs de mensonges, puisque, comme presque toujours, ils ne dénoncent pas ce genre de fake news, tout simplement parce qu'elles sont produites par le système auquel ils appartiennent. Et d'ailleurs, petite anecdote, les décodeurs étaient occupés pendant ce temps-là à balayer les idées reçues sur les journalistes. C'est mignon, n'est-ce pas? Il faut toutefois saluer le service Check News de Libération, qui a quand même fini par se réveiller le 24 janvier, un peu tard. Alors après presque une semaine, et plein de gens manipulés au passage, on a quand même eu le droit à quelques mea culpa.
comme avec Slate et le Courrier international par exemple, mais vous verrez en les lisant, si vous les lisez, qu'ils ne reconnaissent qu'à moitié leur tort pour mieux noyer le poisson et passer à autre chose comme si de rien n'était. Pourtant, ils auraient pu réagir différemment, comme par exemple en faisant un reportage sur les insultes scandaleuses qu'ont reçues les jeunes pro-Trump avant leur rencontre avec l'Amérindien, ou en parlant de la campagne odieuse de harcèlement et de menaces qu'a subi le jeune Nick Sandmann alors qu'il n'avait absolument rien fait de mal, campagne dont sont complices, sinon responsables, les grands médias mainstream américains. Conclusion, on est ici en présence d'un exemple flagrant de manipulation, qui était déjà formé aux États-Unis et qui a été importé tel quel ou presque en France, conçu de manière stéréotypique avec d'un côté le camp des méchants, c'est-à-dire des hommes blancs occidentaux coupables parfaits, et de l'autre, le camp des gentils, avec une minorité ethnique, victime idéale. Le tout dans le but de propager le culte de la repentance et d'ouvrir la voie à la religion du progrès. Cet exemple s'inscrit à merveille dans la façon dont les médias mainstream français ont couvert l'actualité américaine, notamment pendant la campagne présidentielle de 2016 et depuis le début du mandat de Trump. Rien d'étonnant quand on se souvient du cinéma qu'ils ont fait le soir de son élection. Est-ce que c'est la prochaine présidente qu'on vient de voir? Levez la main, ceux qui pensent que c'est 100% sûr. Trump devant 58,6% des voix. C'est des premières estimations, mais ça indique quand même... Oui, ce sont des estimations. C'est Trump qui remporte la Floride. Vous coupez, il y a Trump qui remporte l'Ohio. Trump est en avance. De 3 points. Dans le Michigan, il est en avance. Et là, on me coupe. Caroline du Nord, c'est Trump qui l'emporte. En tout cas envisagé comme possible. Et les marchés financiers, le Dow Jones ici à New York est en train de chuter. Il a perdu 400 points. J'en profite en tout cas pour adresser un message aux journalistes concernés qui tomberaient éventuellement sur mes vidéos. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi les médias de réinformation se développent de plus en plus, alors que la raison est très simple. C'est à cause, au mieux, de votre incompétence, au pire, de votre malhonnêteté. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Tiens, je vous parlais de toutes les affaires qui étaient nommables. On voilà une partie. C'est seulement les affaires politico-financières. Petit site sympa aussi que j'ai trouvé sur toutes les affaires françaises. Donc c'est pas mal foutu. Et il y a de quoi faire encore une fois. Et après on nous demande pourquoi on a du mal à faire confiance. Très intéressant parce que votre livre Pilleurs d'État au début est passé un peu inaperçu et puis petit à petit il a fait un tabac et aujourd'hui il se vend d'une façon, il fait un tabac vraiment. D'ailleurs certains médias hésitent à vous inviter. Je sais pas pourquoi, j'ai un journaliste l'autre fois qui m'a téléphoné, qui m'a dit putain Philippe, ton livre est génial, ce qu'il y a dedans c'est simple, il y a longtemps qu'on aurait dû l'écrire, mais tu comprends, si je t'invite et si Valls devient président, je suis grillé. 30% des parlementaires en revanche, ont eu des soucis avec le fisc ou avec la justice. Oui. J'ai fait le compte, ça sort bientôt dans mon 3e livre, j'arrive à prouver, et preuve à la Bible, puisque tout ce que je dis est factuel. Dans mon premier livre, j'ai mis 400 élus et j'ai mis leur nom, j'ai pas eu un seul procès. Tout ce que j'écris est factuel, vérifié, recoupé. Là, je mets dans mon 3e livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice, ça veut dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur poche. Mais il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, ça serait trop. Je rappelle encore une fois que c'est des gens qui votent des lois pour nous demander de nous serrer la ceinture. C'est des gens qui votent des lois pour dire que les gens qui sont au RSA aujourd'hui, on va pouvoir fouiller sur leur compte en banque pour savoir si c'est des gens qui, quelque part, dépensent un peu plus que le RSA. Et c'est des gens qui, quelque part, ont des comptes en banque en Suisse. Il y a 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM. Est-ce qu'une seule fois on a été fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que ces gens-là sont poursuivis?
Bonjour, c'est Fanny Gibault et je suis l'ancienne responsable marketing et communication de la banque UBS. UBS, c'est l'ancienne union des banques suisses qui donc devait aller au procès contre l'État français et qui, grâce à la loi Sapin 2, va pouvoir s'en sortir en négociant une amende sans reconnaissance de culpabilité. Je viens de dire des chiffres absolument incroyables, c'est-à-dire qu'UBS pourrait avoir une transaction à hauteur de 75 millions d'euros, alors que si elle allait au procès, ça pourrait lui coûter 10 milliards d'euros. Alors, au milieu de tout ça, il y a des lanceurs d'alerte, en tout cas sur l'affaire UBS, il y a notamment moi, qui ai sorti ce livre qui s'appelle « La femme qui en savait vraiment trop », parce qu'effectivement, à mon niveau, je n'aurais jamais dû découvrir ce que j'ai découvert, qui est donc ce que vous avez entendu, puisque moi je suis dans ce combat depuis presque 10 années, l'évasion fiscale et le blanchiment de capitaux en bande organisée. Depuis, vous avez eu droit à l'affaire LuxLeaks, l'affaire SwissLeaks, l'affaire Panama Papers, l'affaire Bahamas Papers. On sait même que la Société Générale est liée au Panama Papers. Le fisc peut aller très loin, surtout depuis la rentrée octobre et la promulgation d'une nouvelle loi fiscale pour lutter contre l'évasion fiscale. Alors vous l'avez entendu, à partir de janvier 2018, eh bien l'administration pourra aller fouiller dans vos comptes, mais regardez seulement ce que vous publiez dans vos réseaux publics, Facebook, Twitter ou encore Instagram. C'est une pratique qui existait déjà, mais désormais c'est officiel. Ne soyons pas parano, mais ne soyons pas naïfs. L'administration fiscale, quand elle diligente un contrôle fiscal, forcément, elle regarde un petit peu ce qu'elle peut trouver sur les bases de données publiques. Moi, je fais du contrôle fiscal et souvent, l'administration fiscale a énormément d'informations sur un contribuable. Les personnes qui ne déclarent rien et qui partent en vacances toute l'année en prenant des photos et en les postant sur Facebook, elles ont tout intérêt à arrêter de le faire. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces données de réseaux sociaux, ils vont alimenter un très grand réseau d'informations géré par l'intelligence artificielle. C'est clair, il y a un an, si le fisc en avait après vous, il allait appeler votre banque, par exemple, et lui demander plus de détails, vos relevés bancaires, par exemple. Et la banque, à ce moment-là, s'exécutait. À partir de maintenant, ces transmissions sont automatiques. Le fisc ne demande plus rien. La banque, chaque mois, envoie tous vos relevés bancaires directement au fisc. C'est pareil pour toutes les organisations sociales. La CAF, le RSA, le Pôle emploi envoient directement. Et regardez, à partir de 2019, les plateformes Internet seront également concernées. Vous avez loué votre appartement sur Airbnb ce week-end ou encore vendu votre téléviseur sur Le Bon Coin ou loué votre véhicule à un particulier. Eh bien, jusqu'à présent, l'ensemble de ces sites vous envoyaient un document pour que vous puissiez déclarer cet argent. Eh bien, désormais, ils enverront ça directement au fisc. Un fisc très bien informé et surtout maintenant bien équipé. Une police fiscale vient d'être inventée. Elle siégera directement dans le ministère de l'économie. Elle pourra vous mettre sous écoute, diligenter une filature, utiliser la géolocalisation pour savoir où vous vous trouvez et même demander des perquisitions. Enfin, regardez, ça c'est une pratique qui vient des pays anglo-saxons. Vous savez, l'argent, la France, généralement, va être un petit peu discret. Alors quand quelqu'un a été pris en flagrant délit, on ne disait rien. Eh bien, désormais, c'est le name and shame. Si vous êtes pris, si vous êtes fraudeur, eh bien, votre nom pourrait apparaître dans la presse. Objectif, dissuader les autres de faire comme vous.